aborder dans ce chapitre l'électrodynamique quantique en cavité. Nous allons le faire en 3 parties. Nous allons commencer par la présentation du problème. Ensuite, nous allons dériver l'hamiltonien du système couplé. Et enfin, nous allons voir comment le système évolue et quelle est la physique qui s'en dégage. À la fin de ce chapitre, si vous l'avez bien compris, vous deviez être capable d'écrire le hamiltonien d'interaction entre la lumière traitée quantiquement et un atome à 2 niveaux. Vous devez être capable d'expliquer les oscillations de Rabi qui sont les amplitudes de probabilité de transition entre les différents états du système qu'on aura dérivé. Et enfin, vous devez être capable de mettre en évidence l'intégration quantique entre l'atome et le champ de cavité. Commençons donc par la présentation du problème. L'électrodynamique en cavité, c'est quoi? L'électrodynamique en cavité nous permet de mettre en scène dans une cavité optique l'interaction entre la matière représentée par un système atomique et le rayonnement au niveau plus fondamental. Pour cela, donc, nous allons considérer un système un atome à 2 niveaux, le niveau fondamental d'énergie EG égale à H bar moins oméga et un état excité d'énergie H bar oméga 0 divisé par 2 qui, comme on le constate, a une énergie, une fréquence de bord égale à H bar égale à oméga 0. Bien. Notre atome va interagir avec un ou plusieurs photons à l'intérieur de cette cavité. Alors, ces photons-là, c'est-à-dire que ces photons à l'intérieur de la cavité ont des fréquences très différentes de la fréquence de bord, à l'exception de oméga qui est proche de oméga 0. Alors, comme les photons réfléchissent sur les parois de notre cavité, autrement dit sur les miroirs, un très grand nombre de fois, elles réfléchissent, alors ça veut dire que ces photons repassent plusieurs fois à l'intérieur, plusieurs fois sur l'atome. Par conséquent, donc, la cavité va nous permettre, va amplifier de façon spectaculaire le couplage matière-rayonnement. Bien, afin d'écrire donc notre hamiltonien, on commencera d'abord par le hamiltonien du système atome-photon, mais d'un point de vue non couplé. Le champ électrique est quantifié sous cette forme-ci où A et A croix sont les opérateurs bosoniques de création et d'annihilation. Et on va considérer delta comme la différence entre nos deux fréquences. C'est appelé en anglais le tuning. Et ce tuning là, la valeur absolue de ce tuning est très petite devant la fréquence de bord et la fréquence de notre champ, de nos photons. L'espace d'état du système atomique et rayonnement est donc constitué par le produit tensoriel de la base atomique et celui du rayonnement qui est constitué par les états de Fock. Les états de Fock sont les états de Saprok de l'oscillateur harmonique. Le hamiltonien total du système est donc la somme du hamiltonien atomique où Z représente la différence entre la projection sur l'état excité et la projection sur l'état fondamental. Et HR a pour hamiltonien le hamiltonien de l'oscillateur harmonique comme on le sait. Bien. Donc, nous allons donc considérer les états barres du système le modèle de James Conning comme
un état où l'atome est à l'état fondamental et la cavité contient n plus 1 photon. Son énergie est donnée par cette expression-ci. Et l'état où on a l'atome est dans un état excité et la cavité contient n photons. Son énergie est donnée par cette expression. On constate donc la différence entre ces deux états de bar est H bar H bar delta. Et comme delta, on a dit delta est très petit. Delta est très petit. Ce qui veut dire que ces deux états sont deux états quasi dégénérés parce que le delta, le H bar delta qui les sépare est extrêmement petit. Donc, ce que je disais, c'est ça, le delta est très petit. Ce qui est très petit, on voit bien que cet écart est petit par rapport à l'écart entre deux niveaux atomiques ou encore la différence entre deux niveaux photoniques ou bosoniques. Là. Donc, à la résonance, on observe donc une dégénérescence, donc les niveaux sont quasiment confondus, à l'exception de l'état fondamental, qui lui est non dégénéré. Et hors de la dégénérescence, on a, comme je l'ai dit précédemment, donc une quasi-dégénérescence. Donc, par conséquent, donc, la conséquence de ceci, c'est que notre étude va se restreindre donc au sous-espace engendré par En et Gn plus 1. Autrement dit, on va considérer ceci ou cela ou encore ceci. La conséquence immédiate, c'est quoi? C'est que nous allons travailler donc dans un espace de Hilbert de dimension 2. Bien, maintenant, cela étant dit, comme on sait qu'on aura un espace de Hilbert de dimension 2, intéressons-nous maintenant au système couplé. L'atome est couplé au champ à travers donc le moment dipolaire qui est le produit de la charge par l'opérateur de position. Et l'expression est donc donnée par ceci. A et A croix provenant du champ. Comme l'opérateur position est un opérateur impair, la conséquence est que notre D sera une fonction impaire. Et la conséquence immédiate, c'est que par rapport aux états E et G, c'est-à-dire que les états atomiques E et G, on n'aura pas, les éléments diagonaux seront nuls et le moment dipolaire va permettre donc la transition d'un état à un autre. Donc le moment dipolaire est celle qui permet donc d'avoir une dynamique, une transition entre l'état E et l'état G. Donc, on va donc écrire ce terme-ci en fonction donc de l'opérateur de Pauli X qui est là. Et cet opérateur de Pauli là, on va plutôt l'écrire sous forme de deux opérateurs qui est l'opérateur d'échelle x- qui permet de transiter de l'état excité à l'état fondamental et l'opérateur x plus qui permet de transiter de l'état fondamental à l'état excité. Par conséquent, donc, notre hamiltonien d'interaction est donc le produit de ce terme-ci et de celui-là. Bien. Donc, le hamiltonien total donc, va s'écrire sous cette forme-ci. Dans cette expression de l'interaction, de l'hamiltonien d'interaction, on aura donc quatre produits. X- A,
x moins a croix, x plus a croix. Et cependant, on ne va garder ici que celles qui permettent des transitions avec conservation d'énergie. Celles qui vont induire des transitions sans conservation d'énergie seront exclues. À l'exemple de x moins et a, qui représente le cas où le système absorbe un photon lors de la transition de l'état excité vers l'état fondamental. Visiblement, il n'y a pas conservation de l'énergie, donc c'est une transition interdite. De même que la quatrième transition où on a l'émission ou la création d'un photon lors de la transition de l'état fondamental à l'état excité. Là aussi, on n'a pas conservation d'énergie, donc c'est exclu. Donc les seules transitions permises sont les transitions 2 et 3. En définitive, donc, notre hamiltonien du système couplé, qui est l'hamiltonien de James Cunning, va se réduire à cette expression-ci. Il ne va donc coupler que l'état G, état fondamental qui contient n plus 1 photon, et l'état excité qui contient n photons dans la cavité. Bien. Pour des raisons de manipulation, nous allons réécrire ce hamiltonien en deux parties qui commutent. On a donc H1 qui est égal à H bar oméga plus cette quantité qui représente le nombre d'excitations totales, et l'expression H2 qui, elle, contient donc les éléments de dynamique les éléments de dynamique dans la cavité. Bien. Les états propres de la première partie, donc de H1, sont les états bars. Et cette partie-là, qui est proportionnelle, comme je l'ai dit, au nombre d'excitations H, commute avec le hamiltonien total. Si N ou H1 commute avec le hamiltonien total, ça veut dire que il est possible de trouver des états propres communs à N et Hz qui soient combinaisons linéaires, qui sont des combinaisons linéaires des états bars. Donc, avec cela en tête, il est facile maintenant pour nous de diagonaliser notre matrice et dégager ces états propres et l'énergie et les valeurs propres. Bon, pour se simplifier la tâche, donc on va considérer que on est dans le cas où sinus K1 est égal à sinus Kz est égal à 1 le long de notre trajectoire, ce qui nous ramène donc le hamiltonien d'interaction sous cette forme où le grand oméga R est la fréquence de Rabi ou le séparateur Rabi du vide. À l'intérieur de la multiplicité E, N et G, N plus 1, notre opérateur W va induire le processus d'émission où on a une transition de G de E à G avec émission d'un photon. Donc, on obtient ceci. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, lorsque on applique X- à E, on transite, ça nous permet de transiter à l'état G. Lorsqu'on applique A croix à N, qu'est-ce qu'on fait? On produit un photon, c'est-à-dire qu'on ajoute un photon à l'état N. Et donc A appliqué à N
nous donne cette expression où on voit bien qu'on a produit un photon. On peut aussi avoir le processus d'absorption où on applique X plus sur G et ça nous permet de passer à l'état excité et on applique donc le A sur l'état N plus 1 qui a pour conséquence donc d'annuler ou d'absorber un photon. Et le résultat donc on obtient donc cet élément de transition. Par conséquent donc sous la forme matricielle, notre hamiltonien du Jens-Koenig peut s'écrire comme ça, où on voit bien que H0 est là, ce sont les états stationnaires là, et on a les énergies ici, et le W nous permet donc de transiter d'un état à un autre. Et sous forme matricielle, donc ces deux messieurs-ci nous donnent ces deux expressions que nous connaissons déjà. Ça, ces deux expressions. Et les deux expressions-ci sont celles que nous venons d'écrire tout à l'heure. Et par conséquent, donc sous forme, c'est-à-dire que ceci, la matrice de James-Koenig totale s'écrit ainsi. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc diagonaliser HC revient à diagonaliser H2. Et nous avons déjà mis en évidence que les états propres de la combinaison linéaire des états bar seront états propres communs à H2 et JC. Donc, nous avons donc H2 qui est de cette forme-ci, A et A-, B là, que l'on peut diagonaliser en utilisant la transformation de Bogoliov. Donc, nous avons eu, c'est-à-dire que quand notre matrice transformée va nous donner les énergies là, et les états propres seront les éléments, seront les colonnes de U, tout simplement. Bien. Pour la matrice H2, donc, nous avons tangente θ. On a dit tangente de θ est égale à B sur A. Nous avons A et B là. Par conséquent, tangente θn nous donne ceci. La matrice transformée nous donne ça avec la fréquence généralisée de Rabi, dont l'expression est la suivante. Et les énergies et les valeurs propres. Les valeurs propres sont... Ça, ce sont les valeurs propres de H2 là. Donc nous avons donc ceci, et comme on l'a dit, donc les états propres sont donnés par les colonnes de U là. Donc on a cet état propre qui est combinaison linéaire là, des états bas. On a cet état propre qui est aussi combinaison linéaire des états bar. Tout simplement. Bien. Donc, comme on le constate là, ces états-ci sont des états intriqués de l'atome et du rayonnement. Il est impossible de factoriser les deux parties. On dit alors que les états de l'atome que nous avons, c'est-à-dire que les quêtes plus, moins, n sont les états habillés de l'atome ou des états habillés. Habillés par quoi? Par le photon du rayonnement. L'opérateur d'interaction W produit une transformation unitaire
qui est une simple rotation d'angle θn autour de l'axe OY dans la base des états bar. Donc cette expression qui nous a permis tout à l'heure, qu'on a obtenu lors de la diagonalisation, donc représente donc l'opérateur de rotation autour de l'axe OY, l'opération de rotation d'angle θn autour de l'axe OY. Donc sous l'effet du couplage, les niveaux d'énergie à l'intérieur de chaque multiplicité epsilon n se repoussent et sont maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de dégénérescence et donc les niveaux sont maintenant séparés par h bar grand oméga, ce n'est plus h bar petit oméga. Bien. Donc seul le niveau fondamental est isolé et qui n'est donc pas, puisque lui n'était pas déjà dégénéré, donc lui ne sera pas affecté donc par W. Bien, donc ce que l'on observe est représenté par cette figure où on constate que lorsque delta varie, les énergies décrivent deux branches, c'est-à-dire que quand nous partons de là, de moins l'infini à plus l'infini, nous constatons que là nous avons une branche de l'hyperbole et nous avons là et ceci. Ok, le point de croisement est celui-là. Donc qu'est-ce qu'on constate? On part de cet état G n plus 2 vers l'état E G plus 1. Lorsqu'on part de moins l'infini à plus l'infini. Lorsque le tuning augmente. Bien. Donc lorsque le désaccord augmente, l'angle d'interaction tend vers 0 ou pi. Et les états intriqués vont tendre vers les états factorisés. C'est ce qu'on met là. Ici, nous avons les états intégrés et on va tendre donc vers les états. C'est-à-dire qu'on part de cet état intriqué vers cet état factorisé. Lorsque le tuning est égal à 0, on a cet écart entre les états, les deux états intriqués. Là. Donc, lorsque n croît, l'écart augmente au fur et à mesure. Là. Donc, cet écart-là, entre les états intriqués, augmente avec le nombre de photons. Donc, puisque lorsque on a la résonance, l'angle θ est égal à moins pi sur 2 et on obtient donc cet état qui est maximalement intriqué. Bien, regardons maintenant que nous avons les énergies, on a les états propres. Et si on a de voir comment ces états propres évoluent au cours du temps. Bien. Nous savons que la dynamique d'un vecteur d'état est donnée par l'équation de Schrödinger qui nous amène à écrire psi à l'instant t sous cette forme-ci. Où naturellement, pour pouvoir appliquer cet opérateur-ci, il faut qu'on ait exprimé psi 0 dans la base des états propres de H. Donc, si nous posons, c'est-à-dire qu'on va donc écrire ceci
où on a fait entrer ce terme-ci qui représente la relation de fermeture dans la base des états propres plus ou moins n. Ça nous permet donc d'écrire psi0 comme combinaison linéaire des psi plus et psi, des ket plus et ket moins avec Cn plus ou moins et qui est égal à l'amplitude de probabilité de projeter psi0 dans cette base-ci. Donc, comme nous avons cette expression maintenant écrite dans la base des états propres de H, on peut donc appliquer cet opérateur et obtenir cette expression ci, où lorsque nous remplaçons E plus ou moins par leur valeur, ça se réduit à cette quantité ci, où on voit que on a un facteur de phase global là, et on a ces deux exponentielles là, où on le constate Cn plus est égal à ceci, alors que Cn moins est égal à ceci. Tout simplement. Or, on constate que ça s'écrit sous forme matricielle de cette forme, et cette matrice-ci représente la matrice de rotation d'angle oméga n multiplié par t, c'est-à-dire que la vitesse angulaire est donnée ceci autour de l'axe OZ. Donc on aura une rotation dans le plan XY autour de l'axe OZ. Là. Donc, dans la représentation d'interaction, psi tilde t, qui est égal à cette expression que nous avons renvoyée ici, c'est-à-dire nous faisons disparaître ce terme-ci dans la représentation d'interaction. Donc, dans la représentation d'interaction, notre état évolue suivant ce terme-ci. Bien. On va maintenant exprimer nos amplitudes de probabilité temporelle dans la base des états barres. Là. Pour ça, donc, nous devons revenir donc à la transformation inverse, c'est-à-dire que nous savons que les opérateurs d'interaction W produisent cette transformation unitaire. Donc, pour revenir donc à cette base, on va donc devoir faire cette transformation aussi. Ok, qui mathématiquement ne pose aucun problème. C'est-à-dire cette transformation est le produit de ces trois matrices qui nous donne ceci, et on obtient ce résultat-ci en utilisant ces propriétés trigonométriques, et il n'y a aucune difficulté à cela. Donc ce que nous venons donc d'obtenir nous permet maintenant d'interpréter, on peut maintenant interpréter notre système en termes de niveau d'énergie atomique, en termes de nombre de photons, par rapport au désaccord, par rapport aux forces de couplage, par rapport aux conditions initiales des états purs. C'est ce que nous allons faire donc dès maintenant. Bien. Considérons donc, on a dit par rapport au désaccord, on commence donc par s'intéresser aussi, on commence à s'intéresser au désaccord, c'est-à-dire qu'on se met à la résonance où delta est égal à 0. Delta est égal à 0 réduit donc nos amplitudes, réduit donc nos amplitudes de probabilité temporelle sous cette forme-ci. Et si on considère l'état pur, psi0, qui est égal à l'état excité avec n photons dans la cavité,
Ce qui veut donc dire que psi0 est égal à 1, alors que psi n plus 1 de 0 est égal à 0. On n'a rien au niveau fondamental. Après le temps d'interaction, donc à un temps ultérieur, on trouvera donc que psi n est égal à cosinus multiplié par 1. Psi n plus ce terme multiplié par 0. Cn plus 1 de g est égal à i sinus de ce terme multiplié par ce terme qui est égal à 1. Par conséquent, donc, le système évolue comme superposition de cet état et de celui-ci qui visiblement, on est parti d'un état de Fock là, c'est-à-dire que d'un état factorisable là, pour obtenir un état intriqué, celui-ci. Combinaison linéaire, ça c'est un état intriqué, je ne peux pas les séparer. Ok, et donc en termes de probabilité de trouver le système dans l'état excité ou dans l'état fondamental, c'est ces deux termes-là qui, comme on le constate, sont des amplitudes de probabilité et sont des probabilités qui oscillent. Si on avait plutôt l'état initial dans l'état fondamental, on obtiendrait plutôt ces deux probabilités. Ok, donc c'est ce qu'on appelle donc, on dit donc que nos probabilités aussi à la fréquence de Rabi. Bien, donc nous, ici nous avons représenté le cas où à l'instant initial, la particule est dans l'état excité avec n photons dans la cavité. Et on a représenté donc sa variation en fonction de oméga t, qui est une quantité sans dimension là. Donc pour l'impulsion pi, c'est-à-dire que on aura l'impulsion de Rabi pi, on aura cette quantité égale à kpi. Et dans ce cas-là, le système est dans la barre des états propres. On est ici, on est là, là, on est là. Ou alors, dans le cas, c'était les cas pairs, ou alors on sera ici, on sera là, là, pour les cas impairs. Bien, nous allons examiner tout ceci avec attention tout de suite. Donc, si oméga t est égal à pi sur 2, nous l'avons noté, on va partir des états factorisables pour obtenir des états intriqués là, et le seul état non couplé est l'état fondamental avec 0 photon dans la cavité. Et ça, c'est ce qu'on obtient au temps t. Si maintenant oméga t est égal à pi sur 2, c'est-à-dire que si on a une pulsation de Rabi égale à pi sur 2, il est clair que les termes en cosinus vont rester. Qu'est-ce que je veux dire? On aura les termes ici en cosinus pi sur 4, les termes en sinus pi sur 4, là. Donc ce terme-ci va se réduire à ceci, qui est un état maximalement intriqué. Si on a ceci au départ, on va obtenir cela. C'est un état maximalement intriqué. Ce qui veut dire que quoi? Qu'il y a une probabilité 1,5 de trouver à un état ultérieur le système, de trouver l'atome dans un état E ou G avec respectivement 0 et un photon
avec une probabilité équivalente 1,5. Une fois que la mesure sera effectuée, si on trouve que le système est dans l'état E, immédiatement, on sait avec certitude que on a 0 photon. Donc, ce type d'expérience permet, par exemple, de compter le nombre de photons dans un dispositif sans détruire le système. C'est ce qu'on appelle effectuer une mesure non destructive. Donc, je peux utiliser cette expérience pour compter le nombre de photons dans un système. Dans le cas maintenant où oméga t, on a la pulsation pi, le système ici, c'est-à-dire le système précédent, on remplace ici par pi, ça veut dire qu'on aura pi sur 2, ça va nous donner 0. Ici, on aura pi sur 2, ça va nous donner 0. Donc, c'est pour ça que nous avons dit que le système évolue sous cette forme. Donc, si on a une pulsation pi, on constate que le système va rester dans un état factorisable, mais ce que l'on observe, c'est que si il y a une espèce d'échange, on voit bien qu'on part d'un état excité avec 0 photon dans la cavité à un état à l'état fondamental avec un photon dans la cavité. Et ici là c'est pareil. Là. Donc tout se passe maintenant. Si on part de l'état superposé où on a le système dans cet état atomique qui avec 0 photon dans la cavité, on applique notre pulsation pi, on va obtenir en vertu de ceci et de ceci, on va obtenir ça comme résultat. Donc on voit bien que on a que cette quantité-ci et ça conduit à ça et ceci avec moins i. Cette quantité-ci ne change rien, on obtient à ceci. Donc on est parti de cet état et tout se passe comme si on est parti. Vous voyez bien que ici c'est l'état superposé atomique et là on obtient un état superposé photonique. Donc il y a une permutation entre l'état superposé atomique et l'état superposé des modes. Maintenant, passons à l'état où on a une pulsation de pi. On constate que la pulsation de pi, on revient à un facteur de phase près, on revient au même état. Donc, effectuer la pulsation de pi. Ok, vous savez où me trouver. La pulsation de pi nous permet d'introduire un déphasage dans le système quantique, tout simplement. Là, est-ce qu'on constate là. Donc, et dans le cas où on est dans l'état fondamental, là, on constate que tout se passe comme si on avait appliqué l'état, on avait appliqué l'opérateur Z. L'opérateur Z change la phase de 1
change la phase de 1 et ne change pas la phase de 0. Donc, l'impulsion de Rabi 2pi permet de réaliser la porte Z, qu'on appelle phase gate. Maintenant, si nous avons cet état superposé atomique dans le vide, on obtient, pour réaliser ce 2pi, la pulsation de pi, donc on va partir de cet état, on va d'abord appliquer le pi, on va obtenir la permutation, c'est-à-dire que on aura plutôt une superposition des modes de la cavité, et on peut estimer que cette quantité-ci va se retrouver en dehors de la cavité à l'instant T, et comme le processus est réversible, un autre atome sera injecté à l'état fondamental G2 pour agir avec le mode de la cavité. Donc, après la deuxième évolution, oméga t égale à pi, donc on aura ceci là. Donc, après la deuxième évolution pi, qu'est-ce qu'il y aura? On aura, c'est-à-dire qu'il y aura la permutation maintenant de la superposition des modes à la superposition des états. Donc, comme vous constatez, on est parti d'ici et on est revenu là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le G n'a pas changé de phase, par contre le E a changé de phase. Donc tout se passe comme si en effectuant une rotation de 2pi, la cavité agit avec une mémoire, comme une mémoire quantique. Donc, mesdames, messieurs, voilà achevé donc notre étude sur les cavités électrodynamiques quantiques et la merveilleuse physique qu'elle contient. Je vous remercie.